Les ingénieurs réseau disposent-ils d'outils techniques supplémentaires par rapport aux viticulteurs pour aider à la prise de décision? Alors oui, comme tous les conseillers, mais non spécifiques à défi, a priori. Les outils, les bulletins, les modèles de prévision, les commissions phyto et tout ça. Alors, par contre, après, en réfléchissant, c'est vrai que défi leur procure ils montent en compétence avec défi par l'animation, les échanges qu'ils ont, avec notamment les IT, mais aussi lors du séminaire annuel, il y a des apports, des échanges. Et on a créé très récemment un système GEPACO, c'est-à-dire groupe d'échange et de partage des connaissances, où là, ils vont monter en compétences grâce à ou leurs propres compétences, partage de compétences, ou à des intervenants extérieurs. Ils ont aussi comme outil un espace collaboratif sur lequel ils échangent toutes leurs connaissances, c'est-à-dire pas d'outils spécifiques, mais des échanges d'outils qui permettent à chacun de partager le meilleur de ses collègues. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question ou pas. C'est vous, monsieur. D'accord. Vous avez votre réponse? Merci beaucoup. Et après, j'avais une question de monsieur, madame Hébert, qui était au sujet du coût des ingénieurs réseau. Donc, peut-être prendre la question. C'était en gros, les ingénieurs réseau sont des conseillers qui sont mis à disposition par une structure porteuse. Et suite à la mise à disposition, il y a un concours financier qui est versé par l'ONEMA autrefois, donc l'Agence française de la biodiversité aujourd'hui, qui permet un financement à 75% du coût des charges de l'ingénieur réseau. Donc l'ingénieur réseau n'est pas pris à 100% en charge par le financement de l'ONEMA, donc de l'Agence française plutôt pour la biodiversité, mais à hauteur de 75%, et c'est sur un plafond d'un mi-temps. Voilà, un ingénieur réseau, c'est quelqu'un qui a un mi-temps mis à disposition par une structure porteuse. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Moi, j'avais peut-être une question un peu à la fois pour les conseillers et pour les agriculteurs. En gros, on voit bien que vous avez peut-être des pratiques, des modes de fonctionnement et puis des modalités différentes de celles soit de vos collègues conseillers, soit de vos voisins. C'est un peu la perception peut-être chez les conseillers, comment vous êtes perçus par vos collègues. Est-ce que votre mode de fonctionnement ou la manière dont vous abordez les problèmes, est-ce que ça les titille, est-ce que ça les interpelle et est-ce qu'ils viennent vers vous? Et pareil au niveau des agriculteurs, peut-être comment êtes-vous perçus par rapport avec vos voisins, quels sont vos échanges? Est-ce qu'ils viennent voir un peu ce que vous faites en disant tiens, il y a peut-être quelque chose à creuser, à récupérer, ou finalement ils continuent sur leur démarche habituelle et ils vous laissent faire? Je ne sais pas, peut-être messieurs. J'étais un peu dissipé, j'ai pas compris toute la question, mais oui, quelque part, il y a une forme de regard, mais ce qui est normal d'ailleurs, parce que quelque part, on bénéficie, on apporte effectivement un peu de temps, éventuellement on apporte des surfaces qui sont un peu expérimentales, même si on a le réseau ferme, enfin bon, c'est pas de l'expé pur et simple. Donc, mais on reçoit tellement de la part des ingénieurs réseau ou d'autres conseillers, c'est normal que l'on donne et que c'est donc aussi normal que l'on puisse transmettre à nos collègues. Et puis, je crois qu'il y a des moments, il ne faut pas avoir peur d'être un peu moteur. Moi, je sais que tout à l'heure, il s'est indiqué là, une contrainte de temps et eh bien, on a fait en sorte que, par exemple, les feuillages, on puisse l'organiser dans le cadre d'une CUMA. Et aujourd'hui, on a 2 effeuilleuses qui travaillent sur plus de 100 hectares. Non, mais ça ne se fait pas tout seul. Il faut un peu de temps pour mettre tout ça en place. Effectivement, je crois qu'aujourd'hui, l'écho des fermes défis et du réseau défis, il est, à mon avis, il est positif sur l'image que renvoie certainement la Chambre. Enfin, je parle de la Gironde puisque c'est là que je suis auprès des vitis. C'est-à-dire effectivement le souci d'un accompagnement. Alors la vigne est une culture pérenne et on est effectivement dans l'accompagnement de changements pour ceux qui veulent bien les entreprendre avec des objectifs qui
qui valorise tout le monde finalement à la fin, c'est-à-dire effectivement l'image du conseiller, l'image de l'ingénieur, c'est une image qui gagne de manière positive, hein, qui gagne en termes de crédibilité, de fiabilité, et les VITI qui, je dis, mets des guillemets, qui en profitent, ou du moins qui sont dans cette dynamique. Bon, je pense que oui, le regard qu'on peut nous porter aujourd'hui, il est plutôt positif parce que ça fonctionne et que ça va dans le bon sens. Merci beaucoup. Peut-être au niveau des conseillers. Oui, alors les apports par rapport à l'équipe. Donc quand on joue Saumur, on est 6 conseillers. Donc ça fait une équipe assez conséquente et ils suivent nos travaux de très près et ils bénéficient aussi à la fois de toutes les références techniques qu'on peut apporter à l'équipe. On a beaucoup travaillé aussi sur les coûts de production. On a abouti à un outil de simulation économique. Donc, ils bénéficient aussi de cet outil-là quand ils ont des apports à faire chez d'autres vignerons ou des accompagnements chez d'autres vignerons. Donc, c'est vraiment quelque chose de très important pour nous de diffuser tout ce qu'on fait dans Défi avec nos collègues pour qu'ils puissent avoir tous les apports, bénéficier des outils qu'on travaille dans les groupes Défi. Et ça influe aussi sur notre bulletin de préconisation. Par exemple, dans les premières années du réseau Défi, donc ça fait 5 ans maintenant, on a travaillé sur des programmes fongicides sans CMR, en excluant tous les CMR. Et en 2-3 ans, on a vu que ça fonctionnait très bien sur les exploitations. Et de ce fait, dans le bulletin de préconisation du groupement, on a exclu tous les produits CMR de nos précos. Et ça a été notamment un apport du groupe Défi pour l'équipe, en plus de l'outil de simulation économique. Et de toute façon, ils sont aussi en veille. Hein. Ils sont aussi en veille sur la filière, sur ce qui se passe par rapport aux phytos. Donc, ils constatent aussi la dynamique et saluent aussi qu'il y a des résultats en matière de réduction des phytos. Petite précision, Philippe Rollet, donc de la DRAF. Je m'occupe d'éco-phyto et de l'agroécologie en Nouvelle-Aquitaine. Là, c'est bien, on a 2 témoignages intéressant. J'ai 2 questions à poser aux 2 interlocuteurs. Pour celui qui fait de l'arbo, est-ce que ce qu'il a fait sur le réseau VITI peut lui permettre de penser autrement l'arbo et vice-versa? Peut-être des solutions qu'il a trouvées en arbo pourraient être intéressantes à travailler en vigne. Et puis pour M. Goriou, on se connaît, sur la partie bio, comment on peut arriver à faire en sorte que les différents réseaux, bio, non bio, mais il y a beaucoup aussi de bio dans les réseaux qui sont Défi classiques en Viti, on puisse communiquer plus encore les bonnes méthodes, les bonnes pratiques. Vous avez parlé de la conservation des sols, moi j'y crois beaucoup aussi, vers les gens qui sont plus traditionnels, entre guillemets. Y a-t-il des choses que vous avez faites dans votre groupe qui pourraient nous indiquer des bonnes pratiques en la matière? Comment il est envisageable d'essaimer, hein, de vulgariser sans prétention? Bon, déjà, je dirais qu'à partir du moment où les viticulteurs du réseau, bio ou non bio, sont dans une recherche à peu près similaire, c'est-à-dire produire au rendement autorisé des raisins de qualité, la qualité étant celle qui est souhaitée pour chacun de nous. Si ces objectifs sont partiellement atteints et si on a donc déjà à minima, je dirais, cette espèce de crédibilité, puisque, bon, moi je ne veux pas focaliser sur la bio, mais c'est vrai que quand même on n'est jamais plus regardé positivement que si on a des résultats convenables. C'est difficile quand même de vulgariser et de faire de la propagande sur un système qui aboutit à quelque chose d'insatisfaisant, pour ne pas dire pire. Donc déjà, il me semble qu'à partir du moment où on est en capacité, de manière durable, c'est-à-dire pas une année, mais année après année, de prouver que les choix que l'on fait sont des choix qui fonctionnent,
et avec lesquels on a des résultats, ben déjà, je dirais, c'est le premier pas. Ensuite, après, bon, mais les leviers, c'est quoi en termes de collectif? Alors moi, je suis dans une COP, c'est important parce que dans cette COP, il y a 75 adhérents. Au départ, on était un petit groupe d'une demi-douzaine. Aujourd'hui, on a pratiquement multiplié par 2 le nombre d'adhérents en bio et on produit un petit peu plus de 10% de ce qui est des surfaces de la COP sont aujourd'hui converties à la bio, et il y a une dynamique réelle aujourd'hui dans ce mouvement. Et chaque année, les techniciens que l'on a en interne dans la COP font un récap des pratiques de chacun de nous, des 75, et on présente à l'Assemblée Générale un tableau sur les IFT des uns et des autres. Et bon, ça c'est très parlant, parce que les IFT en bio, elles sont quand même vraiment basses par rapport à beaucoup de conventionnels, même si on sait très bien que tout n'est pas archi blanc dans nos pratiques bio. On a un petit souci avec le cuivre, enfin bref. Mais clairement, je trouve que, si vous voulez, enfin pour moi, je dis vraiment le meilleur levier, la meilleure manière d'essaimer, c'est, je dis pas l'exemplarité, mais la crédibilité, voilà, on va dire. Pour tenter de répondre autour du lien Viti et Arbo, les techniques, si on pense qu'elles se rapprochent, ne sont pas vraiment similaires. Et donc je pense que ce qui joue le plus aujourd'hui, c'est plus dans les façons de penser. Par exemple, nous traitions avec un appareil très précis en Arbo, en gros en face par face. Eh bien, on a adopté, ça nous a aidé largement à adopter la même technique en viticulture. Par rapport au Carpocaps et donc à la lutte sans insecticide contre les carpos, ça a aussi aidé par rapport à la Viti. Et puis également en ce moment, parce que en Arbo, on essaie vraiment de positionner les produits au plus près, au plus juste en termes de temps. Et pour ça, il est clair qu'on a une station météo noyée au milieu du verger, enfin bref, vraiment dans les conditions du verger. Et aujourd'hui, nous avons en réflexion la similitude pour la Viti, et donc de chercher à être encore un peu plus précis sur la meilleure date de positionnement du produit de traitement, quel qu'il soit, en intégrant les conditions climatiques et ainsi de suite. Je crois qu'on a, enfin voilà, des exemples que je peux donner de transfert de l'un vers l'autre. Et de toute façon, globalement, c'est intéressant puisque c'est peut-être lié à ma personne, mais moi, j'aime pas ne regarder qu'une seule chose. Regardons large. Et en agriculture, regardons vers l'industrie ou regardons vers l'artisanat, et ainsi de suite. Et l'inverse est aussi juste. Mais j'aime bien décloisonner.